Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le président de l'association professionnelle des établissements des microfinances du Congo. Il s'appelle Monsieur Dieudonné Ndinga Mokala. Avec lui, nous allons vous présenter cette association et nous allons parler des acquis, puisque cette association a été créée depuis 2002. Qu'en est-il aujourd'hui? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, votre association créée depuis 2002 a pour objectif consolider ce secteur. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est le bilan qu'on peut faire de cette association? L'APMF est une obligation de la réglementation CEMAC, bien sûr, de 2002. Mais cette réglementation a été révisitée, donc révisée récemment en 2017. Donc 15 ans plus tard. Dans la réglementation des établissements de microfinance, il est prévu que les établissements se regroupent en association. La même chose existe au niveau des banques. Ils se retrouvent en association, on l'appelle APEC. Et au niveau des établissements de microfinance, on l'appelle l'APMF. Et donc l'APMF regroupe les dirigeants des établissements agréés, donc reconnus en tant que tels, pour discuter du problème de la profession, partager les expériences et par moments être une véritable force de proposition sur les activités et les problèmes du secteur vis-à-vis de l'autorité monétaire, mais aussi de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. D'accord. Et quels sont les acquis aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? L'APMF sort de loin quand même. C'est sur la petite histoire quand... J'imagine à l'époque des présidents Ikonga, les premiers présidents de l'association professionnelle des établissements de microfinance. Il faut dire de 2002 à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Et pendant les 16 ans, les établissements de microfinance au Congo, on peut le dire, se sont bien battus. Se sont bien battus avec leurs propres moyens, se sont bien battus. Les chiffres que nous avons eus au 31 décembre 2017, des chiffres publiés par le gouverneur de la Banque centrale, montrent bien que le secteur de la microfinance au Congo, en termes de dépôts, nous avons 17% des dépôts de la zone CEMAC, les établissements de microfinance au Congo. Donc on détient 17% des dépôts de la zone CEMAC et nous sommes à 16% en ce qui concerne les crédits. Et ça, ces chiffres, quand on les a eus, montrent à suffisance que les établissements de microfinance au Congo se débrouillent bien malgré la crise, se maintiennent. Beaucoup de difficultés de parcours. Parmi les établissements de microfinance, il y en a de première catégorie, genre Micodec, parce que constitués par les membres et leurs services ne sont dédiés qu'à leurs membres. Vous avez les établissements de deuxième catégorie qui sont sous la forme juridique des sociétés anonymes avec le conseil d'administration. Là, ils peuvent faire et de l'épargne, mais aussi des crédits aux membres et aux non-membres. Et vous avez des établissements de troisième catégorie qui peuvent s'adresser à tous ceux qui ne sont pas membres. Au Congo, nous n'avons que des établissements de première et de deuxième catégorie. Donc on en a enregistré au niveau de l'association, on en a au total 22. 24, 12 de première catégorie et 12 de deuxième catégorie. D'accord. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste pour le consommateur quand vous êtes dans une même association, une même plateforme? Ça veut dire qu'il y a un problème de la concurrence en pâtit. Vous n'êtes plus un marché concurrentiel. Non, au niveau de l'association, on ne discute pas de tarifs, de services, il n'y a pas une entente sur les services. Non, la concurrence reste ouverte. Ce qui est vrai, c'est que nous avons des établissements qui sont basés à Brazza-Pointe-Noire, nous avons des établissements qui sont dans des zones où certains des établissements ne sont même pas présents. Mais nous, on est là beaucoup plus pour discuter du cadre qui nous régit, parce que ce que vous devez retenir, exercer en microfinance au Congo, c'est un secteur réglementé. Et donc, il faut que l'établissement remplisse un certain nombre de dispositions et soit accepté par la commission bancaire avec un avis conforme, mais aussi avec un arrêté d'agrément signé par le ministre en charge des Finances. Ça ne s'arrête pas là. Donc, il y a un certain nombre de prérogatives, de prérequis avant de créer un établissement. Et quand vous l'avez créé, l'établissement est agréé, le DG doit être agréé, le DGA doit être agréé pour certaines tailles.
vous avez un commissaire aux comptes qui doit être agréé, vous êtes soumis à un certain nombre de respect des dispositions que l'utilisateur ne voit pas. Mais nous, on sait comment ça se passe avec le superviseur. Vous devez avoir un contrôle interne de qualité, interne, vous devez avoir un contrôle externe par le commissaire aux comptes agréé, vous êtes soumis au contrôle du superviseur qui est la commission bancaire, vous êtes soumis au contrôle de l'autorité monétaire qui est le ministre des Finances en charge des Finances qui vient pour voir la conformité de l'établissement par rapport à un certain nombre de dispositions mises en place. C'est une activité contraignante, réglementée, contraignante. Et donc, pour l'utilisateur en face, c'est de se dire, si on se retrouve au niveau de l'association, c'est pour discuter de tous ces problèmes et de tous ces cadres, parce que certains ont des difficultés, surtout que maintenant nous avons une nouvelle réglementation qu'on a mis en place en 2017, et donc nous avons 2 ans pour se conformer, mais nous avons aussi une panoplie de règlements en complément du corpus général qu'on a reçu, et donc ces derniers temps, quand on se retrouve en association, c'est beaucoup plus pour parler de ces difficultés pour certains établissements à se conformer dans les délais impartis par rapport à cette réglementation. Vous avez les établissements de microfinance de première catégorie pour être concret. De première catégorie, où il y a un règlement qui dit désormais tous les établissements devaient se mettre en réseau avec organes FETI. Alors que nous avons beaucoup plus des établissements de première catégorie, des établissements, on peut appeler indépendants. Donc désormais, dans un délai de 2 ans, ces établissements ont le droit de se regrouper au moins 5 établissements pour créer un organe FETI. Si ce n'est pas le cas, la commission bancaire prend les dispositions. Donc, on discute de ce genre de choses avec les dirigeants d'établissement pour voir dans quelle mesure, dans les délais, qu'est-ce qu'on peut faire. Les établissements de deuxième catégorie, on n'avait pas fixé de capital. Aujourd'hui, on leur impose, dans le même délai, de passer à un capital de 300 millions. Il y a des établissements qui ne pourront pas atteindre ce niveau. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut parler. Les établissements de troisième catégorie, il n'y en a pas au Congo, mais là, on leur impose de passer à 150 millions de capital. Donc, vous avez, on a pas mal de questions par rapport au secteur qui permet des échanges, mais on ne va pas dans les produits et services qui sont offerts à nos clients pour dire vous êtes à combien, nous sommes à combien, comment on peut faire. C'est pas ça. À ce niveau-là, c'est plutôt au niveau de l'autorité monétaire où il y a pas mal de dispositions qui réglementent la tarification. Quel est votre plan d'action, vous, l'APMF, pour consolider votre secteur? Le plan d'action 2018 essentiellement concentré sur l'institutionnel dans ce sens où la plupart des établissements de microfinance que nous avons au Congo, quand nous sommes en réunion, on voit bien que pour atteindre la majorité, il y a une vraie difficulté. Donc il faut aller vers eux, vulgariser. Mais il y en a même qui sont agréés et qui ont du mal qui ne savent pas qu'il faut venir à l'APMF pour adhérer, parce que c'est une obligation réglementaire. Il y a ça. Nous avons eu récemment une table ronde pour parler du secteur et mettre en exergue un certain nombre de problèmes qu'on a eu à identifier pour recueillir leur point de vue sur ces problématiques. Ça a été très riche et puis ça a même abouti à une demande auprès du ministère en charge des Finances où nous avons eu des discussions hier déjà avec le directeur général des institutions financières nationales, donc le DGIFM, en bureau avec le bureau de l'APMF. On a eu une séance de travail hier. Et cette séance de travail, on est en train de débroussailler comme le terrain par rapport au nouveau règlement, les difficultés du secteur, là où on pourra facilement dans les délais être conforme, là où on ne pourra pas être conforme, et identifier vraiment ce point critique pour être précis sur la demande d'appui que nous allons solliciter auprès du ministre des Finances. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on est en train de faire. Et si tout se passe bien, d'ici 2-3 mois, je pense qu'on va se retrouver en table ronde avec les établissements qui sont à Pointe-Noire. Et nous allons finaliser cette démarche avec le DGIFM, avant, bien sûr, si le ministre nous autorise, d'avoir une séance de travail avec le bureau de l'APMF. D'accord. Alors, nous sommes en période de crise. Est-ce que la crise économique que connaît notre pays a fragilisé votre secteur d'activité? La situation que vit le Congo aujourd'hui ne peut que impacter nos établissements. Ça ne peut que impacter. Ça ne peut que impacter. Et c'est là où, quand j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, ou les indications que j'ai données tout à l'heure, je disais le secteur des microfinances au Congo s'est bas. Et c'est un secteur qui s'est battu, ça fait bientôt plus d'une décennie,
il faut à un moment donné qu'on sache encourager ce secteur qui s'est battu seul et qui se débrouille bien. Parce que quand on observe la crise aujourd'hui, ça va être encore difficile. Mais je touche du bois parce que jusque-là... Vous êtes pessimiste? Non, je suis pas pessimiste parce que je sais que dans le dur, c'est que les dépôts que nous gérons, qu'on appelle en termes simples épargne, on sait que pour épargner, c'est la part du revenu qu'on n'a pas consommé. Quand le revenu est versé régulièrement, déjà. C'est ça l'épargne. Et de cette épargne, pour nous qui gérons les particuliers, et c'est cette épargne que les particuliers déposent dans les comptes. Déjà, si cette épargne, pendant qu'on est en crise, ça veut dire que le sociétaire fait appel à son épargne pour combler ses besoins. Donc nous, la crise nous impacte dans ce sens où les dépôts sont en train de baisser. 1. 2. Celui qui avait ses revenus régulièrement n'a plus ses revenus régulièrement. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme il n'a plus de revenus régulièrement, il ne peut plus épargner. Donc il ne peut plus venir déposer. Voilà la justification de la baisse des dépôts. 3. Là où ça nous impacte, c'est que celui qui avait ses revenus régulièrement, qui avait pris des engagements, donc un crédit, ne peut plus le rembourser correctement. Et dans la réglementation et dans les différents règlements, on nous commande de passer des provisions, donc ça fait des charges, de passer des provisions, et nos taux de risque commencent à atteindre des 14-15%, des taux qu'on n'a jamais connus depuis plus de 10 ans. Voilà là où la crise nous impacte. Ça nous impacte dans le respect de la réglementation, dans les mécanismes de provisionnement des créances douteuses et litigieuses, qui sont créances douteuses et litigieuses, pas forcément parce que le client ne veut pas rembourser, mais c'est parce que son revenu de base connaît un retard et ça impacte le respect de modalités de remboursement. Tout à l'heure, vous avez parlé des exigences que les établissements doivent remplir. Oui, mais bon, il faut comprendre qu'on est dans une zone qui s'appelle CEMAC, la communauté économique monétaire d'Afrique centrale, constituée du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique, Tchad, Cameroun. Voilà, donc il y a 6 États. Le règlement s'impose à tous les établissements des 6 États. C'est vrai que quand le règlement est pris, il s'impose aux 6 États, mais à chaque État aussi ses spécificités. C'est là où je vous parlais tout à l'heure, si nous avons ces privilèges du ministre en charge des Finances, on aura des questions qu'on va discuter, on va débattre. C'est avoir chaque fois, au plan national, un plan adapté d'accompagnement des structures pour se conformer par rapport à la réglementation CEMAC. Il ne faut pas, et ça on a souvent vécu, il ne faut pas parce que la CEMAC a décidé et on doit se conformer, et puis bon, voilà, on attend. Non. Ça c'est au plan sous-régional. Mais au plan national, nous on fait quoi? Parce qu'au plan national, par rapport à ces règlements que nous avons bien sûr validés, nous avons acceptés en tant qu'autorité monétaire, mais nous avons des structures, la Banque centrale, la DGIFN, pour étudier des mécanismes pour dire ici, voilà comment on peut orienter les établissements, les aider, les appuyer à... C'est toujours important. Parce que si on va voir dans les autres pays, ils ont souvent des plans d'appui, des plans, il y a même des pays où ils ont carrément des plans de développement de leur secteur. Mais chez nous, nous n'avons pas encore eu, de ma connaissance, je ne sais pas si dans le passé on avait, mais je n'ai pas encore eu. Mais il faut qu'il y ait un programme d'appui du secteur de la microfinance. Dans ce programme, parce qu'il ne faut pas aussi que quand on parle de programme, on pense forcément que ça va nécessiter beaucoup d'argent. On sait que l'État n'a pas l'argent et qu'on est en situation de crise. Mais il y a des choses qu'on peut faire qui ne nécessitent pas l'argent, mais c'est de l'appui et on peut aider les établissements de microfinance. Et là, on a identifié pas mal de choses. On va continuer la table ronde à Pointe-Noire. On va continuer à discuter avec la Direction générale des institutions financières nationales. Après, on va discuter avec les cadres du ministère. Mais je sais qu'il y a pas mal de petites choses qu'on peut déverrouiller par la réflexion, par les échanges, par les débats et prendre des orientations pour aider les uns et les autres qui ne nécessitent pas forcément l'argent. Voilà, donc c'est de ça qu'on a fait état hier à la DGIFN. Quand on continue sur ce message qu'on porte auprès de nos adhérents,
Parce que quand on est seul, mais quand on est 2, 3, 4, on devient fort et on peut percevoir ce qu'on ne perçoit pas. Il faut reconnaître qu'au Congo, nous avons beaucoup de petits établissements, et si on ne fait pas attention, si on ne les appuie pas, on ne les organise pas, on ne les recense pas, on ne les aide pas à se conformer par rapport aux nouveaux règlements, ces établissements vont disparaître. Beaucoup d'observateurs, la zone CENAC n'a pas pu résister face à la crise par rapport à la CEDEAO. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis tout simplement parce que quand vous regardez la zone CEMAC, c'est une zone qui est assise sur la rente pétrolière et qui explique tout. Toute l'explication est là avec la baisse du prix du baril de pétrole depuis les années fin 2016 et puis 2017, ce qui montre que tous ces pays ont eu pratiquement la même chose, du Gabon au Congo, au Cameroun, Guinée équatoriale. On a vu. Il y a des pays où quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a quand même une différence. C'est le Cameroun parce que l'entrepreneuriat privé est très développé. Voilà, vous le sentez qu'il y a une différence, mais tous les autres pays, quand vous arrivez, vous sentez que le choc est là. Et quand vous arrivez dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, vous ne sentez pas la même chose que vous sentez dans nos pays. Il faut faire un travail de fond, mais bon, à un moment donné, nous avons l'habitude de lancer des grands chantiers et par moments on en parle plus qu'on en fait. Il faut à un moment donné qu'on fasse ce qu'on dit et qu'on dise ce qu'on fait, qu'on dise moins ce qu'on fait mais qu'on fasse beaucoup plus. Parce qu'on dit et puis après on est évalué. Après les années, quand on évalue ce qu'on avait lancé, on revient toujours à la case de départ. On évalue on revient toujours. Et par moments, il y a des fossés entre la volonté politique et la réalité sur le terrain. Il faut que ça rime. Il y a une volonté politique, voilà ce qu'on veut. Voilà. On veut travailler, diversifier l'économie. Dans la diversification de l'économie, voilà ce que nous voulons faire. On peut développer, diversifier l'économie. Qu'est-ce que nous faisons pour les entreprises qui existent déjà? Ça, c'est une vraie question. On peut diversifier. On veut avancer. Ça veut dire que ça va créer des emplois, créer de la valeur. C'est une bonne chose. On a des pistes. Qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises qui existent déjà? Ça c'est une vraie question, discuter avec Unicongo. Vous allez voir que entre la volonté politique et qui est une bonne vision, une belle vision, on veut avancer, et la réalité sur le terrain, c'est comme si on est dans deux pays différents, on est dans deux zones différentes. C'est là où c'est pas cohérent. Il faut que quand une locomotive avance, on pense que les wagons avancent. Mais quand la locomotive avance, les wagons restent, ça risque encore d'être des choses dont on a bien vu, on a bien identifié, mais après, dans la phase pratique, il y a toujours des écarts et on va encore constater après des années que ça n'a rien donné. Beaucoup de microfinances existent à Pointe-Noire et à Brazzaville. En revanche, dans des localités, c'est un peu plus timide. Est-ce que là, vous avez besoin de l'aide de l'État pour inculquer aux gens la bancarisation, les notions d'épargne? Quand on va dans une localité de l'intérieur, le plus souvent, on fait très attention au potentiel. Parce que vous avez des localités où vous arrivez, il y a des localités où c'est difficile d'atteindre 1000 personnes. Donc si c'est déjà difficile d'atteindre 1000 personnes, pourquoi mettre un établissement de microfinance? Je reconnais que nous avons des petits établissements à l'intérieur du pays, dans des localités où même nous, Micodec, on ne peut pas partir. Et donc il faut les encourager déjà. Et c'est là où ça souffre beaucoup plus. Il faut aussi reconnaître que mettre en place un établissement de microfinance à l'intérieur du pays, avec les exigences d'aujourd'hui que vous pouvez imaginer, tant en énergie électrique, encore là il y a une couverture maintenant du nord au sud où on est plus à l'aise parce que le groupe électrogène viendra qu'en cas de secours, mais à l'époque c'était tous les jours de travail, il faut un groupe électrogène, il faut un réseau de télécommunications fiable parce que nos serveurs informatiques sont connectés. Ce n'est pas une caisse indépendante avec ses moyens. Il faut des voies de communication pour l'encadrement du personnel, les contrôles, les missions d'appui et autres. Donc, l'implantation d'une caisse dans une localité, il y a un certain nombre d'exigences que l'utilisateur ne voit pas. Mais au-delà,
il y a aussi des niveaux quand même de rentabilité, même si on n'est pas exigeant, où par moment on souhaite que le seuil de rentabilité soit quand même nul. Et s'il n'est pas nul, il ne faut pas que ça dure plus de 10 ans. Sinon, à ce moment-là, c'est compliqué. Voilà, c'est ça qui peut expliquer par moment pourquoi vous ne voyez pas dans toutes les localités tous les établissements de microfinance. Mais on s'arrange toujours, parce que pour prendre l'histoire du réseau que je dirige, il y a eu des années où on a créé des microdecs dans des zones, et quand on a vu que même au niveau de la population, malgré le travail qui a été fait, ils n'avaient pas trop compris le rôle des microdecs, ils n'y adhéraient pas, on a fermé les microdecs. On ferme. On rembourse ceux qui sont là, et ceux qui ne veulent pas le remboursement, on les amène à une microdec plus proche de leur localité. Donc ça, c'est des scénarios qu'on a déjà connus, mais je sais que ce n'est pas toujours facile, parce que vous pouvez faire votre étude, et quand vous arrivez, par moment, il y a un écart entre l'étude que vous avez eu à faire et la réalité. Et donc, l'implantation à l'intérieur du pays dépend d'abord, des conditions techniques qu'il faut réunir pour le fonctionnement d'un établissement à l'intérieur du pays. 2, c'est de la prise en charge par la population de cet outil de développement qui est mis en place en fait pour eux. Voilà le problème que nous rencontrons assez souvent. Nous sommes en période de crise. Beaucoup des entrepreneurs se plaignent des taxes. D'ailleurs, le directeur général des impôts a été très clair là-dessus. Il dit qu'il faut renflouer les caisses de l'État. Est-ce que les microfinances sont confrontées au même problème? Déjà, il faut dire que l'APMF, au niveau de l'APMF, c'est donc une association légale. Les établissements de microfinance sont des établissements qui sont installés légalement au Congo avec les différents agréments et qui sont tous soumis au respect des dispositions fiscales de la loi des finances au Congo. Et donc, le vrai problème que nous avons, et là aussi, il faut qu'on ait l'habitude de dire aussi des choses en face, ce n'est pas le respect en tant que tel de la fiscalité qui peut causer problème, puisque la loi des finances est connue. On est dans le respect avec un calendrier fiscal pour verser les impôts. C'est la connaissance, la reconnaissance de tous les établissements vis-à-vis de l'État où nous faisons notre activité, c'est normal. Mais ce qu'il y a souvent à décrier, c'est l'excès de zèle des inspecteurs, par moments sous des contrôles farfelus ou des redressements farfelus. Et quand on dit comme ça, ceux qui me suivent, qui sont responsables d'entreprise vont se reconnaître dans ça, qui sont des impôts vont se reconnaître dans ça. C'est plutôt ça. Parce qu'on peut vous dire qu'il y a un calendrier fiscal, il y a des dispositions fiscales, on les respecte, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des erreurs. Ce n'est pas des machines qui travaillent, c'est des hommes. Il peut y avoir des erreurs dans le respect des calendriers. Un versement qui devait être fait, je ne sais pas, le 5, ils vont faire le 6, et vous êtes en pénalité. Ça arrive. Mais je ne vois au niveau de l'association aucun établissement qui se dit « moi je ne paye pas les impôts ». Maintenant le problème, c'est que nous sommes en situation de crise, l'État souffre avec ses moyens qui ne sont pas comparables aux établissements des microfinances. Il faut savoir que les établissements des microfinances souffrent aussi. Et donc il ne faut pas se dire que l'État souffre, les établissements des microfinances donc ne souffrent pas. C'est malheureusement le comportement aujourd'hui des fonctionnaires qui ont la charge de contrôle dans certaines dispositions de reversement des taxes de l'État, par moment pensent que nous, on est dans un autre environnement, nous avons des revenus qui sont capables aujourd'hui de financer correctement l'État pour que l'État absorbe sa crise. Ce n'est pas possible. C'est tuer le secteur privé. C'est tuer le secteur privé. Voilà. Et si vous m'avez suivi tout à l'heure, quand je disais, il y a une vision, il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Parce que quand on a la vision, on veut diversifier et tout, qu'est-ce qu'on fait de l'existant? Je pense qu'il faut d'abord s'occuper de l'existant pour que l'existant reste dans la pérennité avant même d'eux. Voilà. Et donc là, il y a un vrai problème. On est des entreprises citoyennes. On connaît la loi des finances. Nous avons des services fiscalité dans notre organisation. Quand l'impôt est dû, on paye. Mais il faut qu'on nous épargne. Pendant la période de crise, pendant les difficultés qu'on est en train de se battre dans la résilience de la gestion de nos établissements, c'est à ce moment-là qu'on nous ajoute plus de soucis sur des montants que je n'aime pas. Je n'ai pas envie de prendre un exemple ici, sur des redressements.
qui, rien que le montant, le chiffre d'affaires de l'entreprise et son total de bilan, ou ses fonds propres, vous dites ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça vous prend 7 ou 8 mois de travail et de justification jusqu'à des documents allant à des conteneurs de documents parce que vous voulez défendre l'entreprise, mais sur la loi des finances qui est pourtant précise, avec 2 cabinets fiscaux, juste parce que les montants de redressement, attendez, ça ne passe pas. Et il ne faut pas qu'il y ait cet excès de zèle. C'est bien, on sait aussi qu'il y a des entreprises au Congo qui ont un problème pour le respect du reversement des impôts. On ne peut pas dire que tout le monde le respecte, mais ça ne peut pas justifier le harcèlement qu'on peut nous recevoir d'un certain nombre de fonctionnaires pour des abus si le redressement est de 10 millions, ça reste 10 millions. Il ne faut pas que sur un redressement de 10 millions, on dit 1 milliard. Il ne faut pas que sur un redressement de 100 millions, 50 millions, on est à 3 milliards. C'est ça qui n'est pas... Est-ce que l'APMF a son rôle à jouer dans ce genre de situation? Effectivement, quand les établissements sont confrontés à ce genre de problèmes, ces établissements nous écrivent et en réunion de bureau, nous regardons dans quelle mesure leur donner des conseils pour préparer leur défense. Et bien entendu, sur des dossiers qui nous dépassent, nous saisissons la Direction générale des institutions financières nationales, qui est une direction générale au même titre que la Direction générale des impôts et des domaines. Toutes les directions sont logées au niveau du ministère en charge des finances. Normalement, s'il y avait une certaine collaboration horizontale au niveau de ces directions générales, le problème devait même se dénouer aussi facilement. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous ont suivis? Aux téléspectateurs, c'est avec l'opportunité que vous me donnez, c'est de dire que l'association professionnelle des établissements de microfinance est un cadre dynamique d'échange qui est inspiré de la réglementation des établissements de microfinance, qui regroupe tous les dirigeants du secteur pour partager les expériences et discuter du secteur et bien sûr des problèmes de conformité et de notre environnement auquel on est en train d'exercer. Le secteur des microfinances se bat et se porte bien, même si l'environnement est difficile. Quand on dit que le secteur se porte bien, j'ai dit tout à l'heure que les dépôts étaient en train de baisser, mais nous n'avons aucun client qui s'est présenté dans un établissement de microfinance qui veut prendre son argent et on lui a dit que l'établissement n'a pas l'argent. Voilà. Au contraire, nous avons des établissements, même certains établissements, qui ne font plus de crédit, mais la plupart des établissements de microfinance, si vous avez un besoin, ils font des crédits. Et donc ça, c'est des signes qui montrent que on s'occupe des plus petits, mais en s'occupant de la micro, là, on a une résilience plus forte que ceux qui s'occupent du macro. Et donc, le secteur se porte bien. C'est un secteur dont le dispositif réglementaire s'est encore corsé. Corsé, certainement parce que dans la zone CEMAC, il y a eu beaucoup d'établissements qui ont fait faillite. Souvent, les modifications, les révisions des règlements viennent de là. Et on voit bien que l'orientation des nouveaux règlements qu'on a reçus, c'est prendre les petits pour les rassembler pour que ça devienne fort. Donc on comprend bien l'objectif avec les augmentations de capital pour les deuxième et troisième catégories. Pour nos utilisateurs, c'est d'être confiants parce que ces genres de mesures, ce n'est que pour préserver leur établissement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association professionnelle des microfinances du Congo. Avec vous, nous avons parlé de cette plateforme et des problèmes qui minent votre secteur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur la chaîne nationale. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur le site de la télévision nationale congolaise dans www.telecongo.cg et également sur notre chaîne YouTube de vous à moi et sur les réseaux sociaux. Merci, au revoir.